15 pour version 15. Alors, pour ceux qui n'avaient pas encore l'information, c'est OpenPro, hein, en fait, hein, c'est l'évolution d'OpenPro. C'est le même produit, il a juste changé de nom. Donc, soyez pas surpris si même moi, de temps en temps, lors de la présentation, je dise OpenPro une fois ou deux, hein, mais c'est bien Onaya Negos, le nom du produit aujourd'hui. Et donc, ça correspond à la version 15 de OpenPro. Ok. Alors, au sommaire aujourd'hui, on va voir les achats, les ventes, les stocks, les inventaires, la partie tarif, les champs dynamiques, la préparation de commande, la REP, donc la gestion de l'éco-contribution qui a encore évolué en version 15, la gestion des prestations, notamment pour ceux qui sont dans le bois, ça va vous intéresser, et la partie Onaya Drive, donc ce qu'on appelle une GED hein, aujourd'hui, donc vous allez voir, hein, c'est un des nouveaux outils qui est disponible à partir de la version 15 pour les clients hébergés et qui est notamment avec la nouvelle ergonomie Onaya Negos, donc une ergonomie un peu plus web, pardon. Donc voilà le sommaire d'aujourd'hui. On se laisse 35-40 minutes. Je vais essayer de ne pas déborder plus de 45 minutes. On gardera le temps qu'il faut pour répondre aux questions en fin de présentation, mais n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure du déroulé. Donc, concernant les achats, les nouveautés, c'est le lien commande client achat, la réception des améliorations sur la partie réception commande fournisseur, l'affichage du minimum de commandes et du franco lors d'une saisie d'une commande. Et concernant la réception des commandes fournisseurs, il y a la modification de la quantité des commandes liées. On va le voir ensemble si jamais la quantité réceptionnée est différente de la quantité commandée. On va voir comment traiter ça. Donc le lien commande achat client. Une des nouveautés aujourd'hui, c'est lorsqu'on a une commande client, en cas de stock qui est disponible, qui est insuffisant, mais on a un stock prévisionnel qui lui est suffisant, et ben on a une case à cocher aujourd'hui dans V15 qui permet de proposer une réservation parmi les commandes d'achat existants, hein. Donc ça permet de réserver un article parmi une commande fournisseur ou une demande de marchandises. Ok. Donc voilà, on a une commande client, on a un stock qui est dispo qui n'est pas suffisant. Par contre, en consultant le stock prévisionnel, on sait qu'on a de la marchandise qui va arriver et donc on peut le réserver. Alors ça marche que si on a une seule commande client qui est liée, hein. Donc là, on a un message en fin de saisie des ventes qui vous dit le réapprovisionnement de l'article est en cours. Donc là, ici, sur l'article 91. Et il vous demande si vous voulez réserver les articles parmi une commande fournisseur ou une demande de marchandise, hein. Demande de marchandise, hein, c'est quand vous faites une demande de cession depuis un autre dépôt. Donc on peut faire ça aujourd'hui hein, dans la partie demande d'achat, dans la partie commande. Donc là, je suis dans fichier paramètres dépôt document achat, hein, ici, et là, je suis dans l'onglet commande. La case ici, c'est proposer une réservation. Ok, ça, c'est une des nouveautés de renforcer le lien entre la commande client et la commande d'achat. Ensuite, pour la partie réception de commande fournisseur, pareil, il y a une nouvelle case qui permet d'affecter la totalité de la commande réceptionnée à la vente. Pareil, si une seule commande affectable. Donc là, c'est j'ai une commande client qui est liée à une commande fournisseur. Donc ça, c'est quelque chose de très classique que vous avez aujourd'hui. Si la réception elle est supérieure à la quantité commandée du client, hein. Là, je pense aux gens qui travaillent dans le bois ou peut-être dans le câble. Ils ont une marge, enfin, vous avez pardon, une marge de tolérance hein, je sais pas, 5-10%. Enfin, en tout cas, il y a une marge de tolérance sur la quantité réceptionnée. Si elle est supérieure, on peut affecter la totalité de la commande. Ok. Encore une fois, c'est s'il y a une seule commande client qui est affectable, hein. Là, vous allez commander X mètres carrés de bois. On sait que dans le quotidien, quand vous allez recevoir la commande, il arrive que la quantité réceptionnée soit différente de la quantité commandée. Et du coup, la question, c'est qu'est-ce que je fais de cette quantité supérieure? J'ai peut-être 1 mètre carré, 2 mètres carrés de plus sur du lambris. Qu'est-ce que j'en fais? Alors, je peux l'affecter à la commande client et livrer le client de cette quantité supérieure. OK. Donc là, c'est pareil, hein. Là, je suis côté achat, côté réception, donc réception sur commande. Je peux affecter la totalité de la quantité réceptionnée à la vente si une seule commande est affectable. Bon, là, c'est écrit en français, c'est très simple à comprendre. Ensuite, on a un fichage du minimum de commandes et de franco. Donc là, c'est une information que vous avez déjà hein, dans la partie fournisseur. Vous connaissez déjà le minimum de commandes et le franco. Pour ceux qui utilisent la partie proposition de commande, ça s'affiche en rouge. Vous dites attention, vous n'avez pas atteint le franco. Par exemple, si là, ici, j'ai un franco qui est à 1500. Quand vous allez saisir votre commande, tant que vous n'avez pas atteint le franco, ça va rester en rouge. Alors, c'est un message d'alerte qui n'est pas bloquant, hein, c'est vraiment un titre d'information. Mais là, ça permet aussi, en plus, lors de la saisie d'une ligne de vente, de connaître le franco et le minimum de commande.
à condition qu'il soit renseigné, encore une fois, mais lorsque je la saisis. Hein, donc il me dit, voilà, là, le minimum de commande, il est à 1000 euros et le franco, il est à 1500. Voilà, donc je le vois. Là, je suis sur une ligne d'article directement sur une commande. Je le vois directement lorsque je fais ma saisie. Je n'ai pas besoin d'aller rouvrir la fiche fournisseur à chaque fois pour savoir quels sont ces minimums s'ils ont été renseignés dans la fiche fournisseur. Ok. Donc voilà pour la partie achat. Ensuite, sur la partie vente, une grosse nouveauté, c'est l'actualisation du tarif d'achat lors de l'acceptation du devis. Donc ça, comment ça se passe? En fait, là, c'est une option en fait pour forcer, entre guillemets, l'actualisation des tarifs d'achat lors de l'acceptation d'un devis. Typiquement, là, vous faites des devis à vos clients, vous êtes sur un chantier, sur plusieurs chantiers, vous avez fait plusieurs devis, peut-être même que vous avez lié ça à une affaire commerciale, hein, pour ceux qui utilisent le CRM. Et lorsque un mois, 2 mois, 3 mois, en tout cas, plusieurs temps, plusieurs semaines après, votre client il accepte le devis, vous avez une option qui permet d'actualiser le détail du tarif d'achat avant d'accepter définitivement le devis. Parce que c'est possible que votre prix ait évolué. Là, vous savez comment ça se passe aujourd'hui. L'actualisation des tarifs, voilà, c'est plus une fois par an, c'est presque une fois par mois, voire une fois tous les 15 jours. Surtout l'année dernière, hein, c'était quand même très fluctuant les tarifs. Et donc, vous avez fait un devis, vous avez peut-être mis une date de validité sur le devis ou pas. En tout cas, le client n'en a peut-être pas tenu compte. Et lorsque vous allez accepter son devis, vous avez une option qui permet d'actualiser le tarif d'achat avant de valider définitivement le devis. Ok. Voilà, j'espère que c'est clair cette partie-là. Ensuite, concernant les stocks, eh ben, on a un état des consommations, donc c'est un nouvel état. Donc là, je suis dans l'état des stocks pour achat. Sur la partie impression des états de consommation, je peux sélectionner un fournisseur. Ok. Donc là, ici, j'ai pris mon fournisseur ADES 99 et je sors ce nouvel état-là. Qui est l'état des consommations mois par mois. Donc là, ici, je vois l'état. Au mois, donc septembre, octobre, novembre, donc là, sur les 12 mois glissants, quelle est la conso? Je peux avoir aussi la conso exceptionnelle et je peux l'avoir article par article, donc tous les articles qui sont renseignés avec ce fournisseur actif-là. Ce que je peux faire aussi sur la partie état des consommations, c'est afficher la notion de hors gamme qui maintenant est gérée au niveau du dépôt. Hein. Donc là, tous les champs qui sont gérés au niveau du dépôt ont un astérisque. Je vous mets quand même le rappel, combinaison de touches Alt plus F2 pour visualiser les zones gérées au niveau du dépôt. Ok. Donc là, l'article hors gamme, l'article qui est en activité, ces deux champs-là sont gérés au niveau du dépôt. Ok. Ensuite, concernant la partie inventaire, on a deux nouvelles éditions qui sont l'édition du code barre et du zonage. C'est tous les deux sont au même endroit. Donc là, je suis sur la partie inventaire, hein, dans stock, inventaire, impression pour inventaire. J'ai deux choses, j'ai édité le code barre et édité le zonage. Ça nous a été demandé plusieurs fois pour ceux qui font les inventaires. Euh, Là, ici, je suis en fin de saisie d'inventaire sur cet écran-là et je peux cocher l'édition des codes barres ou l'édition du zonage. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je vous en ai sorti un de chaque. L'édition du code barre, ici, en fait, on rajoute une colonne sur l'édition papier, hein, du code barre qu'on peut flasher. Donc là, pour ceux qui utilisent à la fois les terminaux et quand même encore un peu de papier, on peut éditer le code barre pour pouvoir flasher le code barre directement sur le document. Et le zonage, c'est le document qui est juste en dessous. C'est pour ceux qui n'utilisent pas les emplacements. Hein, pour rappel, quand même, pour les inventaires, je vous invite à consulter le webinaire du mois d'octobre qu'on avait fait sur les inventaires. Vous utilisez l'un ou l'autre. Hein. Soit vous utilisez les emplacements, les articles sont définis dans un emplacement. Ici, j'ai mes emplacements. Ou alors, pour ceux qui n'utilisent pas les emplacements, on peut faire ce qu'on appelle des zonages. Ici, j'ai une zone. Ici, zone 1, zone quai, zone de chargement. Voilà, on peut l'utiliser pour ceux, soit qui ont des emplacements qui ne veulent pas les utiliser pour les inventaires, ou ceux qui n'ont vraiment pas du tout d'emplacement. Ensuite, pour la partie tarif, il y a pas mal d'informations complémentaires en consultation de tarif. On va les faire une par une parce qu'il y en a beaucoup. Ça, c'est un écran que vous utilisez tous beaucoup hein, dans tarif, consultation de tarif. Donc, c'est un écran que vous connaissez déjà. Et il y a toute cette partie-là en bas en plus, qui sont des informations très pertinentes. Notamment, maintenant, il va y avoir l'affichage des quantités. Donc, la quantité, c'est la moyenne du mois, le mois M plus 1, plus 2, plus 3. Donc là, il vous donne la période sur laquelle je suis, hein, donc du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024. Il va vous donner aussi l'affichage des chiffres d'affaires, ça c'est important aussi, ça nous a été beaucoup demandé sur cet écran-là, on sait qu'il est beaucoup utilisé, l'écran consultation de tarifs. Donc j'ai mon chiffre d'affaires sur le mois, sur 3 mois, sur l'année N et l'année N-1. Ensuite ici, j'ai l'affichage des stocks mini-maxi du mois en cours, et uniquement du mois en cours. Et ensuite, la dernière partie, j'ai la classification de l'article et la part du chiffre d'affaires et son rang.
Donc la part du chiffre d'affaires, c'est effectivement le chiffre d'affaires que représente cet article dans mon chiffre d'affaires global. Quel est son rang? Donc rang, c'est le sixième article qui génère le plus de chiffre d'affaires, on le voit comme ça. Et le nombre de clients ici est le client le plus important. Ok, donc le client le plus important, c'est Aga. Ça veut dire que j'ai 8 clients qui utilisent, enfin, 8 clients, pardon, à qui je vends cet article-là. Et mon client le plus important, c'est-à-dire celui avec lequel je génère le plus de chiffre d'affaires, celui qui est au rang 1 en fait, c'est Aga Matériaux. Ok. Donc là, j'ai tout sur un seul écran. C'est l'onglet général que consultez presque tous aujourd'hui au quotidien, qui est la partie consultation de tarifs. Voilà. Ensuite, on a la partie champ dynamique. Donc là, c'est une des nouveautés, de pouvoir créer des champs. En fait, c'est pour pouvoir alimenter les fiches articles, les fiches clients, les fiches fournisseurs avec des données qui sont utilisées dans des interfaces, notamment le e-commerce. Ça permet, un, de définir des formulaires avec des listes de champs dynamiques, deux, de mettre à jour des valeurs et ensuite de générer des stats. Ok. Donc, comment ça fonctionne? Je définis un formulaire, donc ici, dans le fichier édition formulaire. Je peux faire un formulaire, là, par exemple, pour le e-commerce, avec des champs dynamiques qui sont des champs de type, bah, par exemple, fabricant, marque, couleur. Est-ce que je le synchronise avec le e-commerce? Et après, je peux mettre un type de champ, un champ de saisie, un champ alphanumérique, une liste déroulante. Je définis la longueur de mon champ. Je peux mettre lui-même, pardon, lui mettre une valeur par défaut. Ok. En gros, là, pour ceux qui utilisent les critères aujourd'hui, vous avez 6 critères sur lesquels vous pouvez changer notamment la sémantique, changer l'intitulé du formulaire. Là, on va plus loin, on crée des formulaires, vous créez vous-même vos propres champs, qui sont ce qu'on appelle des champs dynamiques, puisque en fait, ce ne sont pas que des champs de saisie, c'est des champs aussi qui peuvent être synchronisés avec des outils externes, notamment ceux qui utilisent la partie e-commerce qui manquent de champs. Hein. Peut-être les 6 critères aujourd'hui, c'est trop juste. Vous avez besoin de créer plus de champs. Et donc, il y a un nouveau module qui s'appelle champ dynamique, que vous allez avoir en standard en version 15 pour créer vos propres champs. On rentre un tout petit peu dans le détail. En gros, là, sur une fiche article, je fais un nouvel onglet qui s'appelle formulaire, où là, je récupère en fait ce que j'ai créé juste avant. Là, c'est un formulaire e-commerce dans lequel bah, j'ai besoin de rajouter le fabricant, la marque et la couleur. Et je choisis, parce que j'ai mis une case à cocher, de le synchroniser avec le e-commerce. Ok. Donc ça, c'est un exemple, hein, mais voilà, la liste des champs dynamiques elle est définie par l'utilisateur pour le formulaire sélectionné. Ok, donc là, il y a quand même une notion de droit d'accès dessus. C'est l'utilisateur qui choisit d'afficher ou non son formulaire. Ça, c'est bon. Ensuite, les champs de formulaire multilignes. Donc là, on peut avoir des types de données type alphanumérique. Donc là, ici, par exemple, j'ai un champ de saisie type alphanumérique et je vais lui donner, par exemple, une description pour une boîte de dérivation avec longueur, largeur, hauteur. Ok. Ça, c'est un deuxième exemple. Et donc, ces champs-là peuvent récupérer dans les statistiques, ici, générer des stats selon les champs dynamiques, puisque l'ensemble de ces champs-là sont inscrits dans la base de données. Donc ici, voilà, j'ai des articles, des chauffeurs, divers, un groupe tarifaire. Et donc, je peux récupérer là, pour ceux qui utilisent le générateur de statistiques, hein, dans statistiques, générateur de stats, côté vente, j'ai l'ensemble des champs ici, là, vous voyez que j'ai créé fabricant, marque, couleur, synchronisé, le stock, qui sont récupérables, que je peux utiliser, que je peux aller requêter pour faire des statistiques. Ok. Ensuite, la partie préparation de commande. Alors, elle avait déjà bien évolué en version 14. Il y a encore des nouveautés, des améliorations sur la partie 15. Il y a la partie tri automatique des préparations, qui est vachement utile quand vous avez un logisticien, ou en tout cas une personne en charge de la préparation, de l'affectation des préparations et du tri des préparations. L'outil aujourd'hui va vous aider à trier automatiquement, entre guillemets, hein, les préparations en fonction des dates de livraison qui sont demandées par les clients. La partie livraison sur ordre, voilà, si on a nos amis de chez Orcab qui assistent à cette présentation ce matin, c'est une demande de leur part de pouvoir faire des livraisons sur ordre. Donc ça veut dire que je prépare ma commande, mais je la laisse de côté, entre guillemets, en attendant que le client me demande de la livrer. Donc elle est prête, hein, mais je ne la livre pas tout de suite. Donc je la livre sur ordre, ça s'appelle comme ça. La partie gestion des tournées, les dates et les heures de livraison prévisionnelle et la partie regroupement des préparations. Donc la partie regroupement, il y avait déjà une partie en V14. C'est encore évolué là sur la version 15. Donc le tri automatique des préparations. Là, je suis dans fichier paramètres dépôt, vente, préparation. Ici, hein, je suis dans l'onglet préparation. J'ai un tri des préparations, donc le tri automatique, entre guillemets. Comment je veux
comment je choisis, pardon, de trier mes préparations lorsque je les génère. Donc, soit je suis dans le module préparation, dans vente préparation, je crée mes préparations, soit, comme beaucoup l'utilisent, c'est en fin de saisie de bon, hein. Je fais une saisie d'une vente. En fin de saisie d'une vente, si j'ai activé le module préparation, il me dit, voulez-vous générer les préparations? Donc, je peux choisir de cocher les préparations, de choisir une date de préparation prévisionnelle ou de le mettre en attente. Donc, par défaut, ici, je peux les choisir selon l'ordre de saisie, donc au fur et à mesure de la saisie que je fais au quotidien, soit en fonction de la désignation article, soit en fonction de l'emplacement, soit en fonction de l'emplacement réel. Ok. Les préparations de livraison sur ordre, donc c'est pareil, hein, c'est une option ici qui permet de livrer sur ordre. Donc, c'est-à-dire qu'on ne transforme pas automatiquement le bon de préparation en bon de livraison. Ok. Il y a une étape intermédiaire ici qui est selon le stock disponible. Donc, on propose systématiquement le stock dispo pour préparer et on ouvre automatiquement la fenêtre ou uniquement si la totalité de commande est préparable. Donc on ouvre la fenêtre uniquement si tous les articles sont préparables. Et donc là, je le vois, hein, je suis en fin de saisie de bon ici, et donc la préparation de commande, elle est sur ordre, la livraison aussi, elle est sur ordre. Donc, il ne va rien me proposer. Ce que je lui ai dit, c'est sur ordre. C'est moi qui décide quand est-ce que je prépare et quand est-ce que je livre. Sachant qu'on peut faire l'un et l'autre, c'est-à-dire on peut dire la préparation de commande, elle est au fil de l'eau, ok. En fonction du stock qui est disponible, si tout mon stock est dispo, et ben, je prépare ma commande. Par contre, c'est moi qui déclenche la livraison manuellement. Ok. Voilà ce que c'est la partie livraison sur ordre. Et là, on ouvre, en fait, quand on dit sur ordre, c'est on ouvre la fenêtre de la génération des préparations uniquement au clic à la demande et il n'y a pas de stock qui est proposé. Ensuite, la gestion des tournées. Donc là, l'adresse de livraison par défaut, elle était remplacée par une case à cocher dans la table des adresses. OK. On ajoute un code de tournée et l'ordre de la tournée. Si un numéro d'ordre est enregistré et qu'il est renseigné, les éléments de la tournée elles sont réorganisés. Et donc la loupe sur l'ordre donne accès en visualisation aux éléments de la tournée. Ici, hein, cette loupe-là, ici. Ok. Donc là, ça permet de gérer et d'ouvrir ici ma tournée. Quel est l'ordre de ma tournée? Ok, alors c'est pas automatisé, c'est pas optimisé dans le sens où on ne va pas vous donner un outil qui permet d'optimiser la tournée pour économiser le carburant, etc. Par contre, je peux choisir effectivement manuellement. Il me propose un premier état, mais je peux le modifier. L'ordre dans lequel je vais faire ma tournée, c'est-à-dire dans quelle heure je vais aller livrer mes clients. Donc là, ici, j'ai un, 2, 3, 4 clients. Et je peux choisir dans quelle ordre je livre ces clients sur cette tournée 1, la tournée T1. Ensuite, ce que je peux faire, c'est choisir les jours de livraison de la tournée. Donc, je lui dis, bah là, mon chauffeur, il travaille le lundi, le mardi, le jeudi, et pas le vendredi. OK. Et on peut aussi indiquer le nombre de jours minimum pour la prise en compte de la tournée. Donc là, ici, j'ai nombre de jours pour prise en compte 5 et nombre d'heures pour effectuer la tournée 8. Ok. Et donc, ça me donne ça, là, ici, au bout, là, j'ai mes différents clients. Ou là, ici, pareil, hein, je peux modifier les clients et les adresses qui sont associés à la tournée. Ça, on va le voir juste après, mais je peux aller encore plus loin. C'est-à-dire que quand je vais dire, voilà, ma tournée, elle prend 5 jours, j'ai 8 heures de tournée par jour. Je peux donner une date de livraison prévisionnelle à mon client et lui envoyer même un SMS, puisque là, le module de SMS, il marche aussi dessus pour lui dire, votre commande, elle est prévue d'arriver tel jour à telle heure. Donc, il reçoit un SMS avec la date et l'heure. Si vous faites la modification ici, c'est-à-dire qu'on clique sur modifier, je rentre ici, que je change l'ordre de ma tournée, je dis, bon, finalement, lui, il ne sera pas deuxième, il sera quatrième sur ma tournée, ça renvoie un SMS au client pour lui dire, bon, finalement, votre commande, elle n'arrivera pas à 10 heures, mais plutôt à 11 heures. Ok. Parce que ça arrive, voilà, votre chauffeur, il est dans les bouchons et il y a son quotidien aussi de chauffeur qui fait sa tournée. Il y a les aléas du direct, comme on dit. Et donc, on peut changer l'heure de livraison et donc on peut prévenir le client par SMS pour dire que sa commande va arriver un peu plus tard que prévu. Et donc là, la date et l'heure de livraison, on va le voir juste prévisionnel, hein, j'insiste sur la partie prévisionnelle. Ici, je peux informer le client lorsque sa marchandise est disponible via SMS ou via mail. Alors, je vous parlais du SMS juste avant, mais on peut le faire aussi par mail. Et il y a différents paramètres. Soit je le fais à la validation du contrôle de préparation, c'est-à-dire j'ai préparé ma commande, j'ai mis une étape de contrôle, j'ai contrôlé, la commande c'est OK, elle peut partir, je lui envoie un SMS. Donc là, ici, vous avez un contenu qui est complètement exploitable avec des champs dynamiques, hein. Ici, là, il y a une partie de données variables où je peux renseigner le nom, le numéro, la date de livraison et l'heure. Donc j'ai dit, bonjour monsieur le client, votre commande numéro 1, 2, 3, 4, là, arrivera à telle date, à telle heure. Cordialement. Voilà. Ce message est totalement paramétrable et on peut l'envoyer par SMS ou par mail. Ça, c'est la première étape. Et ensuite, ce que je peux faire aussi, c'est paramétrer le nombre d'heures nécessaires pour réaliser la tournée. Le champ qu'on a vu juste avant, donc c'est le nombre d'heures qui servira au calcul du délai prévisionnel. Ok. Bon, j'espère que c'est clair sur cette partie-là. Pour ceux qui utilisent la préparation de commande, ils ne seront pas perdus. Ensuite, ce que je peux faire, c'est regrouper les informations. Donc, il y a une case à cocher ici, hein.
qui permet en fait de saisir des informations de tournée en fin de saisie de préparation, donc, notamment des poids, des volumes, le nombre de colis, le nombre de palettes, quelle est la tournée et l'ordre de la tournée. Ok. Donc si je coche cette case-là, la saisie des informations de tournée en fin de saisie de préparation, ce sont des champs qui vont devenir obligatoires. Donc là, pareil, c'est un mode de gestion. Est-ce que ces champs-là sont obligatoires? Par défaut, on les laisse. C'est-à-dire qu'il faut que je sache quelle est la tournée, quelle est l'heure de la tournée, le nombre de colis, le nombre de palettes. Encore une fois, on ne fait pas d'optimisation de camion, hein. Mais je sais combien il y a de colis dedans, ce qui représente tant de nombre de palettes et tant de volume et tant de poids. Je peux quand même le renseigner dedans. Parce que si vous avez des transporteurs externes qui vous facturent au volume ou qui vous facturent au poids, c'est important de savoir ce que vous allez envoyer et de l'inscrire sur le bon livraison. Ce que je peux faire ensuite, c'est regrouper les préparations. Donc là, c'est une option de livraison des commandes par défaut qui s'appelle un regroupement des préparations des différentes commandes du client. Donc ça, c'est en saisie des ventes. Ça conditionne l'option des livraisons de commandes. Ça conditionne comment? Et bien comme ça ici, hein, j'ai une option aussi de livraison de commandes, regroupement des prépas des différentes commandes clients. Donc elle est conditionnée par le paramétrage du dépôt. Donc ici, pareil, je suis en fin de saisie d'une commande. J'ai deux champs, préparation de commande selon le stock dispo. Donc là, c'est ce que j'ai dit juste avant. Par défaut, c'est une fois que tout le stock est disponible qu'on prépare la commande. Mais encore une fois, on l'a vu juste avant, je peux commencer à préparer la commande même si je n'ai pas tout mon stock de disponible. Et la livraison de la commande, comment je le fais? Bah, là, par exemple, je vais regrouper les prépas des différentes commandes du client. Ok. Pourquoi? Encore une fois, dans une logique d'optimisation, le client il a fait plusieurs commandes, et ben, je vais tout regrouper, toutes ces commandes, pour pouvoir le livrer en une seule fois. Et donc là, forcément, il faut prévenir le client en lui disant, c'est une fois que toutes vos commandes seront préparées, une fois que toutes vos commandes seront prêtes, qu'on fera une tournée, vous serez dans telle tournée, et on vous livrera toutes vos commandes en une seule fois. C'est là la notion de regrouper les préparations. Et donc là, ici, dans la partie regrouper des préparations, en saisie des préparations, là, ici, vous voyez, j'en ai deux qui sont sélectionnés. Alors encore une fois, il faut le faire, c'est-à-dire que c'est le même client, hein. Je ne peux pas regrouper des préparations si ce n'est pas pour le même client. L'option regrouper des prépas des différentes commandes du client, elle est activée. Et il faut aussi que le paramétrage, il permette aussi la transformation automatique des préparations. Ok. Donc on groupe toutes les préparations des différentes commandes en un seul bon de livraison. Là, je vais les afficher juste ici. J'ai deux commandes clients, je coche les deux, je clique sur regrouper juste ici et ça m'affiche ce document-là, enfin ça me sort ce document-là qui est le BL. Ça, je peux le donner au chauffeur. Euh, et donc là, il y a une contrainte quand même dessus. On ne permet pas de transformer une préparation avec cette option si toutes les préparations ne sont pas terminées. Ça, c'est important. Donc là, ici, je suis à 100% pour les deux. On a quand même ici, pour ceux qui utilisent hein, dans le module, hein, je suis encore une fois, je suis dans saisie des prépas, terminer les prépas. Les deux sont bien à 100%. Les deux sont pour le même client. OK, c'est bon. Je sélectionne les deux, je les regroupe et je sors ce bon livraison-là. Ça paraît logique. Ensuite, gros sujet, la REP. Plusieurs choses. Il y a la possibilité d'exonérer maintenant par type d'éco-contribution. Avant, on pouvait déjà exonérer un fournisseur ou exonérer un client ou une famille de clients. Par exemple, les clients du BTP sont exonérés de la REP. Donc là, on peut le faire par type d'éco-contribution. On peut exclure les remises et les escomptes, puisque pour rappel, sur la REP, on n'a pas le droit de faire de marge ni de vente à perte, hein. Donc ça reste une éco-contribution qui doit être neutre. Et on peut imprimer le total TTC en pied de page de l'éco-contribution. Donc le type d'éco-contribution maintenant est paramétrable. Donc c'est dans paramètres éco-contribution, mise à jour et type d'éco-contribution, hein. Donc là, si je l'ouvre, il ressemble à ça. J'ai différents types d'éco-contribution. Donc voilà, vous avez tous des éco-contributions différentes, mais principalement c'est la REP ABJ et PMCB, hein, les produits et matériaux de construction et du bâtiment. Vous pouvez aussi appliquer de la D3E sur certains matériaux électriques et électroniques. Voilà, donc là, le nouveau menu dans la V15, c'est ça, c'est éco-contribution, type d'éco-contribution. Et donc, j'ai un tableau avec les différents types d'éco-contribution qui est entièrement paramétrable. Donc, en gros, c'est la liste selon le paramètre général. Donc là, je récupère toute cette liste-là quand je fais mise à jour, hein. Et ce que je peux faire, c'est des exonérations. Donc, une fois que j'ai saisi toutes mes éco-contributions, je les retrouve là, dans ce tableau-là. Et je peux choisir sur un article, enfin, sur un client donné, pardon, dans le suivi commercial, l'exonération. Est-ce que j'exonère tous les articles ou uniquement les articles exonérables? Ouais. Donc là, j'ai certains clients, chantiers, fournisseurs qui sont exonérés d'application de certaines éco-contributions. Donc j'avais un premier niveau qui était déjà disponible en version 14, c'est de dire, bon là, sur ce chantier-là, il n'y a pas d'éco-contribution, c'est un client BTP, j'applique pas la REP, mais je peux le faire à un niveau encore plus fin, c'est-à-dire sur ce chantier-là, j'ai certains articles qui sont soumis à la REP et d'autres non.
Ensuite, exclusion des remises et des escomptes. Ça, c'est très important aussi. Je rappelle hein, quand même, c'est pas légal d'appliquer des remises sur les éco-contributions. Les contributions ne sont plus prises en compte maintenant pour le calcul des remises et des escomptes et sont incluses pardon, dans le total net hors taxe. Et du coup, on affiche des éléments qui sont inclus dans le document en bas de l'écran. Donc là, ici, j'ai mon total net hors taxe de 331,63. Et ça correspond à quoi? Le petit astérix, il dit bah, mon éco-contribution plus le port, plus les TPF qui sont inclus. Ok. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça, puisque j'ai un tableau de détail du document. Hein. Quand je clique, pardon, je reviens juste là, mais quand je clique ici là, sur l'information, sur le point d'interrogation, mon détail, c'est ça. Et ce que contributions ne sont plus prises en compte pour le calcul des remises et des escomptes et sont incluses dans le total net hors taxe. Ok, donc là, ici, je retrouve mon astérix, je retrouve mes 331, sur lequel ensuite, je vais appliquer ma TVA et ensuite mon net à payer. Ok. Donc là, j'ai un affichage. Voilà, on peut le changer aussi cet affichage-là, puisque là, moi, j'ai mis la REP, en tout cas les éco-contributions à la ligne. On peut le faire aussi en colonne, hein, d'afficher la REP en colonne pour éviter que ça prenne trop de lignes sur le document. Mais si je prends mon calcul qui est fait, donc j'ai mon total hors taxe, j'ai mes remises, j'ai mes escomptes, et ensuite, seulement après, j'applique des éco-contributions, de la D3E, les frais de port, ensuite la TVA, et là, j'ai mon total TTC. Ok. Donc, on indique hein, sur le document commercial les éléments qui sont ajoutés au total net hors taxe. Ok. Donc un peu de changement hein, par rapport à ceux qui utilisaient la V14 ou même encore la V13 sur la gestion de la REP. Tac, tac, tac. Ensuite, donc alors j'ai mon impression en pied de page. Donc ça, c'est aussi une demande qui a été faite. Alors ça, c'est pas obligatoire, hein, mais je peux le faire. C'est un état spécifique où on a la possibilité d'imprimer le total TTC des éco-contributions sur les documents de vente, d'achat et de facture. Donc c'est un état personnalisé. Ça nécessite une manipulation sur les états. Pour ceux qui utilisent uniquement l'état standard, il faut faire un autre état. Et où là, je peux afficher dont mon éco-contribution TTC. Parce que, voilà, il y a quand même il y a de la TVA sur la REP. Donc, je vais afficher mon éco-contribution TTC en pied de page. Ensuite, la gestion des prestations. Donc là, on peut paramétrer des articles d'accompagnement. C'est comme ça que ça a été fait pour la partie prestation. Hein, pour ceux, par exemple, qui font du bois, qui ont de la découpe ou des traitements à faire sur du bois. Euh, on a un article d'accompagnement maintenant qui est utilisable pour la partie prestation. Alors, ça concerne uniquement que les articles qui sont définis par leur dimension, de pouvoir calculer les quantités de prestations en fonction des dimensions de l'article. On va dire, par exemple, pour 5 mètres carrés de lambris, eh ben, il me faut un traitement. Et à partir de 15 mètres carrés, ben, il me faut trois traitements. Donc, ça permet de gérer avec l'article d'accompagnement combien de prestations je veux associer à mon article. Donc, ça, encore une fois, ça ne marche que pour les articles qui sont définis par leur dimension. C'est pour ça que je vous dis que c'est uniquement, ou en tout cas principalement pour ceux qui utilisent le bois. Donc là, ici, ben, je suis sur un article, je suis sur la partie article d'accompagnement, dans divers, hein, pour ceux qui utilisent les articles d'accompagnement. Et j'ai différentes choses. Donc en vente, j'ai des traitements, en achat, j'ai des traitements, et en session, j'ai des traitements. Donc là, il me dit, là, j'ai un trait noir, là, j'ai un ruban vert. Donc comment ça se passe? Bah, dans mon article d'accompagnement ici, je vais lui dire, bon, bah, pour ce code article-là, j'ai un traitement. Donc là, c'est un sapin avec des dimensions particulières. Et donc, j'ai un traitement, un trait noir. Donc, j'en propose un par mètre linéaire. Donc là, je peux faire soit en quantité fixe, soit selon la quantité saisie. Moi, je vous conseille quand même de faire selon la quantité saisie. C'est là où le module est le plus pertinent. Et en unité de stockage, en unité de vente, en unité d'achat. Unité de vente, c'est le plus simple aussi en gérer. C'est-à-dire à chaque fois que je vends X mètres linéaires de cet article-là, et ben, je veux X traitements dessus. OK. Et je vous conseille aussi de cocher la case qui s'appelle cocher la ligne par défaut lors de la saisie en prévalidation. C'est-à-dire par défaut, j'applique mon traitement. Ok. En saisie des ventes, ça donne quoi? Et ben là, je suis en saisie des ventes d'une commande, en une article, je récupère mon sapin. Et ben là, il va me dire, OK, tu as vendu X mètres linéaires de mon sapin. Et ben par défaut, là, vu que j'ai coché la case, il me dit, bon, bah là, il faut appliquer Y traitement. Donc là, ici, je récupère mon traitement spécial RICO, un trait noir ou un ruban vert réconcilié. Et il me donne ma quantité. Alors, la colonne, elle est jaune, hein, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser Onaya Negos Open Pro, vous savez que la colonne qui est en jaune, c'est une colonne qui est saisissable. Donc là, elle est pré-remplie, puisque c'est des paramètres que je lui ai déjà donnés, mais on peut encore le modifier. On peut le mettre à zéro hein, si on veut, en disant, bon voilà, celui-là, je ne nécessite pas de traitement, donc je peux le mettre à zéro. Il faut quand même gérer le stock physique. Alors, le stock physique dessus, il n'est pas applicable pour la partie prestation. Là, le stock physique qu'il me donne, c'est le stock physique de cet article-là. Ce n'est pas le stock de l'article d'accompagnement.
Voilà. Et pour terminer, la partie Onaya Drive avec une gestion électronique des documents. Donc, il y a plusieurs choses. Donc, on peut paramétrer une gestion électronique des documents. Alors, ce n'est pas une JET dans le sens où archivage légal, etc., tel que vous le connaissez. C'est vraiment pour stocker des types de documents commerciaux. Où là, je lui demande d'archiver dans la JET. Alors, dans la JET, comment ça se passe? Ici, je lui dis, je suis en fin de saisie d'une commande, encore une fois. Je lui demande d'imprimer ma commande. Donc, je peux lui paramétrer à chaque impression de document d'archiver. Donc, si l'archivage JET est activé, on va stocker automatiquement le document et l'imprimer selon le paramétrage. Donc, comment ça se passe? J'ai cet écran-là. Donc là, pour ceux qui l'ont déjà vu dans la présentation en fin d'année dernière, c'est la future ergonomie de Onaya Negos. Et donc, l'outil Onaya Drive est le premier outil disponible dans cette nouvelle charte graphique. Juste un rappel quand même, Onaya Drive, hein, c'est un outil qui a été développé avec les outils de Amazon, avec les outils AWS. Pour en disposer, il faut évidemment être hébergé chez Amazon. Voilà, donc, ça donne ça. Donc là, ici, j'ai un certain nombre de documents qui ont été faits. En l'occurrence, j'en ai 57. Et donc, je peux récupérer les documents récents. Donc, vous pouvez accéder à ce document-là et vous pouvez aussi ouvrir les droits à vos clients. Le cas typique, vous avez un client qui vous a acheté de la marchandise. Il veut récupérer son BL, il veut récupérer sa facture, il veut récupérer une note explicative, une fiche technique, un plan de montage, que sais-je, sur cet article-là. Bah, au lieu de vous appeler, de vous faire des mails, il peut avoir un tableau de bord, un espace sécurisé dans lequel il peut récupérer l'ensemble de ses documents. Alors, encore une fois, hein, ce n'est pas de la dématérialisation de facture, ce n'est pas de l'archivage tel qu'on l'entend sur une JED, c'est vraiment un outil qu'on met à disposition bah, de vos clients et de vos clients à vous si vous le souhaitez. Ce n'est pas obligatoire. Mais c'est quand même vachement pertinent de pouvoir avoir un espace de stockage dans lequel vous avez l'ensemble de vos documents, qui à chaque fois que vous allez en fin de saisie d'une commande, bah, sans que vous ayez besoin de faire de manipulation supplémentaire, va s'archiver dans cet espace-là. Donc aujourd'hui, il y a les ventes qui sont disponibles. On va aussi faire les achats, on va aussi faire les documents techniques. Voilà, il y a un certain nombre de documents qu'on va pouvoir archiver dedans. Et c'est un accès web avec une ergonomie web. Donc forcément, c'est visible facilement sur des téléphones, sur des tablettes, etc. Ok, j'en ai terminé. Il y a une dernière nouveauté que je voulais vous présenter qui n'est pas encore disponible aujourd'hui sur cette version 15, mais dans la version 15 d'après, parce que vous le savez, il y a des patchs intermédiaires, ce qui est la partie contrôle de la démat. Donc ça marchera uniquement avec ceux qui ont la dématérialisation avec Quadient, hein. Pour rappel, hein, il y a une nouvelle réforme de la dématérialisation des factures qui rentrera en vigueur en juillet 2026. Et donc aujourd'hui, je sais qu'il y a plusieurs clients qui se posent la question de l'envoi d'emails. Il y a des mails qui se bloquent, il y a des mails qui ne s'envoient pas bien. Le mail, il arrive, enfin, pardon, la facture, elle arrive sur le portail, mais le mail au client qui lui dit votre facture est disponible, et ben, elle est bloquée. Je ne vais pas rentrer dans le détail des enregistrements DNS, des enregistrements CNAME et du DKIM, hein. Je vous invite à regarder le webinaire qu'on a fait l'année dernière et on en refera un, je pense, le mois prochain avec Quadient. Toujours est-il que voilà, on va vous donner des outils pour ne pas avoir besoin d'aller chercher dans le portail de NeoTouch à chaque fois, savoir où en sont vos commandes, est-ce qu'elles sont bien arrivées, etc. On va fournir un tableau de bord qui ressemble au tableau de bord du SAV, qui ressemble au tableau de bord de la CRM pour ceux qui utilisent déjà ces outils-là, où on a un contrôle de la démat. Ok, donc là, ici, il me dit que j'ai 60 factures qui sont dématérialisées, j'en ai 59 qui sont bonnes, donc transmises aux partenaires, ça veut dire je les ai bien envoyées au portail NeoTouch Quadient. Par contre, j'en ai une qui est toujours en attente de transmission. Et il me donne les statuts. Le statut, c'est en attente d'info, en cours de traitement, en erreur, à valider, en succès. Ok. Et donc là, je peux actualiser, je peux planifier et je peux aller directement accéder au portail Quadient. Je sais que j'ai eu la question récemment, je fais comment pour accéder au portail NeoTouch pour voir où en sont mes factures, quels sont les statuts, est-ce que c'est réglé, est-ce que c'est en litige, etc. Bon, voilà, là, vous avez le tableau de bord et il vous donne même une progression en pourcentage. Les emails via portail, les emails via facture PDF en pièce jointe et Chorus. Sachant qu'avec la nouvelle réforme, tout ce qui est email avec facture PDF en pièce jointe, c'est fini. Enfin, ce sera fini. Ok. On est en train de travailler pour sortir plusieurs formats, notamment le FactureX, qui est un des formats définis pour faire de la dématérialisation de factures. Donc là, on a encore un peu de temps, hein. Je vous dis, c'est juillet 2026, mais voilà, on anticipe. Quadient aussi fait évoluer ses outils et donc on va remonter là dans la prochaine version 15. Je pense qu'on refera une présentation avant l'été, un deuxième webinar sur la version 15, puis il y a encore pas mal de nouveautés qui arrivent. On refera une deuxième présentation et je pense que ce module-là, je pourrais vous le montrer en direct et on sera à pile poil à un an avant la réforme de la démat.
Ce sera le bon moment pour refaire un point dessus et passer peut-être un peu plus de temps sur comment marchera la nouvelle réforme, comment marcheront les nouveaux outils. Mais voilà, on aura ça. Bon, j'avais dit 35-40 minutes, j'ai respecté le timing. Je vous remercie d'avoir assisté à cette présentation-là. Comme je vous l'ai dit, la présentation elle a été enregistrée, donc je vais vous mouliner un replay, je vous l'enverrai.